Je vais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque extraordinaire, un vrai passage parisien qui est en plus interdisciplinaire. Et je suis très content de prendre la parole après Éric Briand, qui est un historien. Et je commencerai par une question d'historien. Je ne montrerai ici qu'une seule image. Il se trouve que c'est celle que j'ai choisie pour illustrer ce recueil dont j'ai été que j'ai organisé il y a quelques années. Mais dès le début, j'étais tenté d'y voir comme une sorte d'allusion aux jumeaux, avec le retour du jumeau qui a vieilli et le jumeau qui est resté jeune. Enfin, plutôt le jumeau qui est resté, qui est plus vieux. Bien sûr, vous avez reconnu Giorgio de Chirico. Et donc, je ne montrerai qu'une seule image, et je parlerai aussi de l'image qui nous a servi d'icône, vers laquelle on est revenu sans cesse. Et je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui, on a le lieu, Einstein College de France, en juin 2018, cette célébration de ce qui s'est passé en mars-avril 1922. Or, c'est presque un siècle, mais pas tout à fait, avec, je dirais, un centenaire par anticipation de 4 ans et 1 ou 2 mois. Ce n'est pas bien sûr un temps einsteinien, c'est plutôt le temps classique du calendrier, mais je reviendrai sur ce décalage, un petit décalage, car bien sûr le temps du calendrier, c'est celui des symboliques. Et pour moi, dans mon travail, ce livre avait fait suite à un livre que j'avais écrit sur une autre année, 1913. Et après, je m'étais dit, tiens, après 1913, travaillons sur 1922. Et dans ces deux cas, j'aimais bien prendre l'idée d'une année, yearbook, comme on dit aux États-Unis, de manière heuristique, car c'est une limite qui est tout à fait empirique, complètement une contrainte, on pourrait dire presque oulipienne. Travailler sur un siècle, ça veut dire travailler de janvier à décembre. Et évidemment, il y a des hésitations, je reviendrai sur certaines, mais par exemple, quand on parle du prix Nobel d'Einstein, que faut-il compter? 1921, date de l'année, 1922, quand il a reçu, 1923, quand il est venu faire le discours. Bref, vous voyez ces problèmes de temporalité. Et aussi, il faut que j'ajoute que dans ce qui reliait mes deux projets, c'était la question du modernisme. Et à chaque fois, je suis obligé de dire le modernisme anglo-saxon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'agit que des auteurs anglais ou américains, ou australiens ou autres, écrivant en anglais. C'est le concept de modernisme anglo-saxon. Ce concept, par exemple, englobe, comme William nous l'a fait entendre, quelqu'un comme Valéry, qui ferait partie du modernisme. Or, si l'on pense à la temporalité de ce modernisme, c'est une temporalité qui est freudienne, c'est-à-dire la temporalité de l'après-coup, de la Nachträglichkeit, par exemple du traumatisme, une temporalité réversible qui suppose qu'un événement postérieur va déterminer en retour un événement qui l'a précédé, ce qui est le cas pour beaucoup d'œuvres du modernisme qui, dans le High Modernism, a choisi 1922 comme l'annus mirabilis, et bien sûr, on comprend pourquoi. C'est l'année de la publication de Ulysses de Joyce, Jacob's Room, Le Wasteland, The Léger de Duino et The Enormous Room de E. Cummings. C'est aussi l'année où Proust meurt, persuadé qu'il a terminé la recherche, et Kafka entame la rédaction du Château en janvier et l'abandonne dès l'automne. Pourquoi donc 1922 ? Pourquoi est-ce que pour tous les critiques anglo-saxons, j'ai vu
qu'il y a récemment une traduction du beau livre de Marshall Berman, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air, qui est une bonne introduction à tous ces problèmes. 4 ans séparent 1922 de 1918, 4 ans 1918 de 1914. Donc vous voyez, il semble que ce délai de 4 ans fut nécessaire pour commencer à y voir peut-être plus clair, ou bien à accomplir certains programmes qui, dans certains cas, pour certains auteurs, étaient déjà présents en 1913, si on pense à Proust, par exemple. Il y avait donc une temporalité complexe, et je ne m'y suis pas encore tout à fait risqué, à établir entre les inventions scientifiques et les inventions culturelles, littéraires, artistiques. Par exemple, si l'on pense simplement au domaine de ce qu'on pourrait accepter d'appeler le modernisme français, il faudrait prendre en compte Alfred Jarry, découvrant la pataphysique au début des années 1901, 1903, 1904, et mourant peu de temps après, et peut-être Duchamp, décidant en 1923 d'abandonner la mariée mise à nu par ses célibataires même, comme il disait, définitivement inachevée en 1923, ce qui recouperait un peu la trajectoire de l'invention de la relativité par Einstein et sa vulgarisation qui a commencé en 1919, 1922, etc. Donc, dans mon travail général, j'essaie de comprendre comment, à la fois selon ce que disait Valérie, William Marx nous l'a rappelé en 1919, cette découverte que l'Europe était finalement toute petite, un petit promontoire, et ce qui se passait comme travail ou comme tâche, on pourrait dire, pour non seulement les savants, mais les auteurs, les artistes, une fois que la guerre avait bouleversé absolument tout le monde. Mais, et c'est ce qui m'intéresse quand on parle du modernisme, s'il s'agit du modernisme, il faut admettre, comme William Marx nous l'a rappelé, qu'il y a aussi les arrière-gardes. Si l'on pense aux avant-gardes, les avant-gardes avaient peut-être réussi, mais changé en général de sens, ainsi les futuristes devenant fascistes en Italie, et ce désir généralisé de retour à l'ordre, retour au calme en Europe en 1922. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, c'est que le modernisme, et je crois que c'est essentiel pour toute définition du modernisme en général, n'est pas du tout une avant-garde, mais au contraire un désir de repenser le passé et de reconfigurer l'ensemble des valeurs qui ont amené au présent. Et par exemple, en 1922, Malinowski découvrait les échanges circulaires de l'économie des Argonautes du Pacifique, dont il dressait la carte, ce qui allait inspirer Marcel Mauss. Carl Schmitt inventait une nouvelle théologie politique permettant de comprendre le phénomène de l'exception, c'est-à-dire comme on sait ce qui arrive quand l'État décide d'abolir toute base légale. Et on a aussi, en 1922, en traduction bilingue anglais-allemand, Wittgenstein, qui commence à répandre, qui avait publié un an plus tôt en allemand, mais qui s'était resté invisible, le Tractatus Logico Philosophicus. Pour lui, la tâche de la philosophie devenait la guérison du langage lui-même. Au même moment, Walter Benjamin entrevoyait la nécessité de relier les domaines de la critique littéraire, de la philosophie, de la politique et de la théologie, afin de repenser les liens entre deux termes qui vont m'intéresser, symbole et totalité. Je cite un petit fragment de Benjamin. Nous appelons symbole 1. La totalité, par exemple la croix du Christ. 2. La partie sensible de ceci, par exemple la croix elle-même. Il ajoute, qu'est-ce que la totalité? À part l'identité, rien ne peut en être dit. En dernière analyse, le grec symbalein n'est pas crucial parce qu'il s'applique seulement à la matérialité réelle du symbole. Ces petites notes, prises en vue d'une introduction à sa thèse de doctorat, qui deviendra l'origine du drame baroque allemand, annoncent ces thèses très originales sur l'allégorie. L'allégorie, on le sait, il la découvre à la fois chez les dramaturges allemands de l'âge baroque, chez Baudelaire et chez Proust, et c'est toujours une ruine, un fragment.
le fragment récuse violemment ce qui serait l'organicisme des romantiques concernant la totalité. On peut dire que c'est la figure de la synecdoque, mais pas dans le sens classique où la synecdoque est pars pro toto, mais ça serait pars contra toto. C'est cette négativité du fragment qui présuppose néanmoins une totalité. Le fragment n'a pas de sens sans sa totalité, comme on vient de l'entendre dans l'exposé sur le relatif et l'absolu. Et bien sûr, pour Walter Benjamin, la totalité est en général à penser dans un contexte marxiste, c'est-à-dire penser à la fois la société, l'économie et la culture. Les concepts sous-jacents à ce nouveau paradigme qui semble émerger en 1922 se déplacent donc des simples oppositions binaires auxquelles en général on les réduit, ordre, chaos, ancien, nouveau, même, autre, pour inclure des hiérarchies plus complexes. Un nouveau sens de l'exception vient effectivement confirmer la règle. Et je proposerai ainsi, à côté du couple partie-totalité, l'exception à côté de l'absolu. Pour donner un exemple de ce que je veux dire dans le domaine culturel, je vais prendre un simple cas. Le problème, que j'ai déjà mentionné, de l'inachèvement du château de Kafka. Ce grand roman se présentait au départ comme une reprise du motif épique, avec la lutte homérique de K, héros dérisoire, intrus solitaire dans le monde du village, en lutte contre les pesanteurs de la bureaucratie du château. Kafka ne pouvait pas renoncer complètement à la problématique d'un absolu qui pourrait être religieux, mais en voie de dépérissement. Ce qu'on constate en lisant le roman est que plus K avance dans son examen critique des rites et des mythes du village, plus il se rend compte que sa croyance, la sienne, en la toute-puissance des officiels du château est fausse, illusoire. Ce qu'il découvre peu à peu se réduit à de sordides histoires de pouvoir et de sexualité. Plus son trajet produit une salutaire démystification, moins il garde vivant le souci d'arriver au centre obscur de l'énigme. Cette tension logique amène des plans narratifs parallèles qui prolifèrent. Les intrigues mineures se multiplient. Une telle profusion entrave la linéarité du récit et mime l'épuisement progressif du protagonisme qui finit par mourir dans le plan initial. Finalement, toute progression narrative devient impossible. Kafka s'était vu incapable de recouvrir la totalité épique, problématique qui présidait encore aux grandes œuvres de Joyce et de Proust, mais qui avait été lancée bien avant, alors que lui, il a commencé le château en 1922. Et comment de recouvrir ceci avec la question d'un absolu auquel il ne pouvait plus vraiment croire. C'est pourquoi il lui fallut abandonner son roman et en revenir à l'écriture fragmentaire, genre dans lequel il excellait, seule manière d'habiter la logique de l'exception. Cette logique, j'y reviendrai, caractérise son être d'écrivain et d'exclu volontaire de tous les systèmes totalisants. Donc, l'idée d'un travail sur 1922 ne signifierait pas seulement une étude de tous les objets culturels, mais il faudrait aussi comprendre le dynamisme logique nouveau qui se met en place, et c'est là, bien sûr, qu'il faut comprendre comment la nouvelle cosmologie introduite par Einstein commence à rendre des choses beaucoup plus compliquées. Peu de gens étaient capables de comprendre sa théorie, mais un certain nombre quand même, et je vais m'intéresser à surtout deux qui se trouvent dans mon cas précis, amenés par une personne qui n'est pas tellement connue en France, qui est May Sinclair, une romancière britannique qui était à la fois une disciple de Whitehead et qui avait écrit beaucoup de livres qui se vendaient très bien. C'était la seule qui pouvait aider des amis comme Ezra Pound et d'autres avec l'argent qu'elle gagnait des ventes de ses livres. En 1922, elle publie un livre qui s'appelle « Le nouvel idéalisme ». Pour elle, ce qui se passe en 1922, c'est qu'on ne peut plus écrire l'absolu, comme chez Hegel. La synthèse philosophique qu'elle essaie de penser, c'est en suivant ce qui se passe depuis Kant et Hegel, et elle avait bien lu ces deux auteurs, et Kant était une référence très importante,
il fallait amener à voir que l'absolu hegelien avait disparu et devait être remplacé par à la fois un nouveau réalisme qu'elle voyait du côté de Bertrand Russell, mais cet idéalisme pouvait s'associer avec un concept dynamique de la nature mis avant par Whitehead, ce pourquoi elle l'appelait un nouvel idéalisme. De plus, et c'est ce qui m'intéresse aussi, elle avait lu Freud et Jung de près, elle avait participé à la création de la Tavistock Clinic à Londres, et cette totalité devait prendre en compte l'inconscient. Pour elle, le dieu de Whitehead était en fait un dieu qui aurait été plus proche de Freud. La somme de tout ce que nous ne savons pas, de tout ce que nous ne saurons jamais, un grand autre, dirait Lacan. On pourrait dire que c'est un point de vue mystique, mais je ne suis pas sûr que ce terme soit adéquat, dans la mesure où, de plus, c'est un terme qui revient chez Wittgenstein, c'est le terme que Bertrand Russell utilise très souvent pour le réfuter, et ce n'est pas un terme que Whitehead emploie du tout. Donc, ce qui m'amène à cette hésitation entre Bertrand Russell et Whitehead, c'est un livre que je sais certains d'entre vous connaissent déjà bien, de Dan Banfield, The Phantom Table, Woolf, Fry, Russell and the Epistemology of Modernism. Dans ce livre merveilleux, Anne Banfield démontre non seulement les conséquences des liens entre Russell et le monde artistique de Bloomsbury, notamment son amitié avec Virginia Woolf et avec T.S. Eliot, mais aussi l'abandon assez rapide des idées de Bergson, on peut dire la fin du bergsonisme. On peut aussi, selon une autre chronologie qui était celle de Jimena Canales, que vous avez entendu hier, penser que c'est le débat de Paris qui a sonné le glas du bergsonisme. C'est sa thèse. Pour Anne Banfield, c'est plutôt l'importance de Bertrand Russell et qui ferait passer, disons, tout ce groupe d'artistes et d'écrivains de Bloomsbury à une nouvelle écriture. Or, c'est le moment où, dans un certain nombre de textes de Woolf, on a beaucoup d'échos de Russell, comme La promenade au phare, et aussi Mrs. Dalloway, c'est le moment où tous les Britanniques découvrent la relativité dans l'ouvrage excellent de vulgarisation, je veux dire, parmi tous les ouvrages de vulgarisation, c'est peut-être le meilleur, The ABC of Relativity de Bertrand Russell. Or, et ceci est traité très très bien par un des auteurs dans ce recueil, Steve Meyer, qui essaie de montrer la dynamique complexe entre Russell et Whitehead. Mais l'idée de cette table fantôme est quelque chose qui revient effectivement sans arrêt chez Russell. Il l'utilise dans Problems of Philosophy, 1912. Évidemment, M. Ramsay revient sur ça. Et voilà comment il le présente dans ABC of Relativity. Je cite, j'ai traduit une longue phrase. Quand le sens commun imagine que quand il voit une table, c'est une illusion grossière. Quand le sens commun voit une table, certaines ondes lumineuses touchent ses yeux, qui sont d'une sorte qui, dans ses expériences antérieures, étaient associées avec des sensations du toucher, ainsi qu'avec les témoignages d'autres personnes disant qu'ils voient la table. Mais rien de ceci nous a jamais apporté la table elle-même. Les ondes lumineuses ont causé des réactions dans nos yeux, qui ont causé des réactions dans le nerf optique, qui agit sur le cerveau. N'importe lequel de ces phénomènes, se produisant sans les préliminaires habituels, aurait fait que nous avons la sensation de voir la table, comme nous le disons, même s'il n'y avait pas eu de table. C'est un passage typique qui sert de démonstration pour cette conception scientifique du monde prônée par Russell, qui se réfère toujours à Einstein. C'est un monde dans lequel on peut mesurer la vitesse et la distance des ondes lumineuses. C'est un monde dans lequel nous pouvons nous imaginer filant à la vitesse de la lumière. Et c'est ce qu'on trouve dans ABC of Relativity, dans lequel Einstein est un savant qui a, disons, révolutionné la philosophie. Et on vient de l'entendre, comme le concluait Françoise Balibar dans son livre excellent sur Galilée, Newton et Einstein, Russell a compris qu'il y avait toujours cette possibilité d'une connaissance absolue chez Einstein. C'est sur ce point
que Whitehead interposera ses objections. Pour lui, comme il le dit dans The Concept of Nature, tout point de vue absolu peut être invalidé par une reductio ad absurdum. Selon lui, l'absolu engendre l'absurde. Vous voyez aussi les dérivations possibles avec les années 50 et ce qui suit. On sait que pendant 10 ans, Russell et Whitehead avaient collaboré au Principia Mathematica, publié en 1910, 1912 et 1913, qui ont marqué une somme théorique qui a marqué son époque, le but étant de redéfinir les fondements logiques des mathématiques. Et on sait que Gödel ne put, disons, reprendre et réfuter cette hypothèse qui avait déjà posé des problèmes à Frege qu'en 1931. Donc, pendant 10 ans, Russell et Whitehead étaient des collaborateurs, mais on peut dire que la grande différence, c'est que Whitehead était un mathématicien, tandis que Russell était plutôt un logicien. Et donc, ensuite, après la guerre, Whitehead a publié une enquête sur les principes du savoir naturel, le concept de la nature que j'ai cité, et le principe de la relativité avec application aux sciences physiques. On peut dire que pour les Anglais, et on a vu l'Athénéum, c'était Whitehead qui était plus que Russell, qui avait sans doute été effectivement l'auteur de l'article anonyme, mais c'était à Whitehead qu'on confia en 1919 un long compte-rendu sur la confirmation des thèses d'Einstein dans The Nation. Le titre était « Une révolution dans la science ». Ensuite, quand le Times lui demanda de développer ceci, quelques mois plus tard, et il le publia seulement en février 1920, le ton était devenu beaucoup plus critique. Et la critique était de supposer qu'il y avait une erreur dans la formalisation d'Einstein. Et donc, c'était ce qu'on voit dans The Principle of Relativity. Dans The Principle of Relativity, on peut dire, pour Russell, on revient à Bergson, mais autrement. En tout cas, c'était la thèse de Russell, c'est que son ancien ami Whitehead était devenu un mystique, un idéaliste, et qu'il s'était laissé gagner par l'absolu. Et en fait, dans ce livre, on voit bien que Whitehead avait une interprétation de la relativité très différente de celle de Russell. Russell avait une interprétation, on pourrait dire simplement, je n'ai pas cité ceci, ça serait trop long, mais on trouve ceci dans l'Encyclopædia Britannica en 1926. Russell fait une sorte de résumé très court du principe de la relativité, et il dit notamment « C'est une erreur de supposer que la relativité adopte une image idéaliste du monde ». Et il démontre ceci, la théorie de la relativité tient compte des observateurs humains, mais c'est un point de vue qui doit être considéré comme scientifique et qui ne dépend pas de variantes. Je simplifie un petit peu. En revanche, ce qui se passait pour Whitehead, qui, d'une part, osait contester les bases mathématiques de la science einsteinienne, il avait une très bonne formation en mathématiques et en physique, il y avait eu des erreurs, et il ne savait pas exactement quelles étaient les erreurs, mais ces erreurs étaient symptomatisées par le fait que la vision du monde que Einstein proposait était en quelque sorte inhabitable. Ce n'était pas un monde, c'était un monde du paradoxe, comme le paradoxe des jumeaux. Ce qui est un peu compliqué, effectivement, c'est que et Russell et Whitehead, à ce moment-là, parlent de la relativité en termes d'événements. Mais ces événements n'ont pas le même sens. C'est ce que Steinmeier a très bien montré. Pour Russell, un événement était un événement atomique, comme vous savez, une entité discrète scientifique. Au contraire, pour Whitehead, un événement était à la fois discret et continu. Tout événement était relié à tous les autres événements, non pas d'un point de vue moniste, mais d'un point de vue pluraliste. Et il se chevauche en de multiples points, et un peu plus tard,
dans le livre un peu plus tard sur le process, il appelle ça préhension, et il peut y avoir des préhensions négatives et des préhensions positives, et chaque événement est transcrit en une occasion réelle. Il y a donc des parentés des événements avec les autres, et tous les événements sont préhendés de manière collective. Effectivement, je dois dire, ayant lu plusieurs livres de Whitehead très rapidement dans les quelques semaines qui précèdent, le style de Whitehead est excessivement compliqué, obscur, et on peut comprendre que Russell avait du mal à le suivre. Je vais juste prendre un exemple du livre sur la relativité qui s'appelle, et je ne sais pas comment traduire ça en français, The Relatedness of Nature, vous voyez, relatedness, le fait que la nature est reliée, présenté en juin 1922 à Edinburgh. Et dans ce texte, Whitehead définit la nature, je cite, comme un devenir d'événements, a becomingness of events, qui sont mutuellement signifiants de telle sorte qu'ils forment une structure systématique. L'espace et le temps sont des abstractions à partir de cette structure. Et vous voyez, on a l'impression de lire du Deleuze, effectivement, quand on lit Whitehead. C'est assez étonnant. Je pourrais y revenir sur cette question des stratifications, mais cela veut dire que, comme je le disais, si aucun événement n'est isolé, il faut parler alors il emploie un vocabulaire très particulier, des adjectifs pervasifs, des particules adjectivales et le champ atomique. Et il y a un graphe tout à fait étonnant qui rappelle beaucoup celui de Bergson dans Matière et Mémoire. Donc, effectivement, il définit ensuite le temps. Le temps est une stratification de la nature. Ceci, pour Whitehead, rejetterait l'opposition établie par Einstein entre le temps psychologique, on en a parlé, et le temps objectif. Il essaie, comme Einstein, de repenser la simultanéité, mais même s'il reconnaît le génie d'Einstein dans la façon qu'il a assimilé le temps et l'espace, il faut rester critique face à Einstein. C'est ça, en gros, la grande thèse de Whitehead. Comme le montre, et là, il y a un très très bon livre que vous connaissez sans doute d'Isabelle Stengers, Penser avec Whitehead, elle montre que pour Whitehead, le modèle présenté par Einstein n'était qu'un cas particulier qui développait le monde newtonien. Et lui, fondamentalement, refuse l'idéologie de la géométrisation de l'espace-temps. Alors, bien sûr, c'est le problème de Whitehead. Il y a, à la fin de son livre sur la relativité, 50 pages d'équations. Elles sont assez belles, mais elles n'ont pas la simplicité des formules d'Einstein. Donc, pour arriver peut-être un peu plus vite à une conclusion, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, comme le dit Deleuze dans Le Pli, on a avec Whitehead la seule et la dernière grande philosophie anglo-américaine, ajoute Deleuze, juste avant que les disciples de Wittgenstein n'étendent leur brume, leur suffisance et leur terreur. J'aime bien cette phrase féroce. Pour, on peut dire, Deleuze, Whitehead renoue avec Leibniz et avec un monde baroque où on aurait un chaosmos avec des sentiers bifurcants évoquant les univers parallèles de Borges ou de Gombrowicz ou Finnegan's Wake de Joyce. Bien sûr, on sait que plus tard, Einstein lui-même devait donner son verdict au sujet de la réécriture de la relativité par Whitehead. Ceci, c'est dans le livre de Canales, en 1941, le philosophe Filmer Stewart Kako Northrop, professeur à Yale, rendit visite à Einstein, qui était évidemment à Princeton. Northrop, encore maintenant, est l'auteur de la meilleure anthologie des œuvres de Whitehead, que j'utilise personnellement. Donc c'était un élève, un disciple de Whitehead. Et il est allé voir Einstein et il tente de lui expliquer la philosophie de Whitehead. Et il dit que pour Whitehead,
les paradoxes de la relativité venaient d'une faiblesse épistémologique et mathématique. Et, au fond, était la différence entre le local et la distance. Nous ne pouvons jamais définir cette différence, donc nous ne pouvons pas distinguer entre ce qui est perçu réellement, localement, et ce qui est défini rationnellement. Ainsi, il faut rejeter la définition du temps que donne Einstein comme consistant en un simple calcul de deux événements dans un même lieu. Vous reconnaissez l'argument de Bergson, ici. Et donc, au départ, Einstein sourit en entendant ceci et dit « Oh, ce serait merveilleux, on pourrait résoudre tant de problèmes, si c'était vrai. » Alors, Northrop explique un peu plus. Whitehead se refusait donc à distinguer entre ce qui était perçu par les sens et ce qui pouvait être déduit comme idée. L'erreur d'Einstein était ce qu'il appelait « the fallacy of misplaced concreteness », difficile à traduire, l'erreur sur un décalage local du concret. Car, on l'a entendu, Whitehead ne voulait pas distinguer les idées des sens et les idées de l'esprit. Et il y aurait eu, chez Einstein, une erreur logique qui l'avait amené à réduire l'esprit au domaine psychologique, oubliant que ce qui importe n'était pas le psychologique, mais le lien entre le mental et la nature. Enfin, ayant saisi en quoi résidaient les objections de Whitehead, Einstein réfléchit un moment, et puis s'exclama « Oh, c'est ce qu'il veut dire. Malheureusement, c'est une fable. Notre monde n'est pas aussi simple que cela. » Or, pourtant, c'était Whitehead qui critiquait Einstein au nom de la simplification esthétique de la beauté des équations et des formules d'Einstein. Et lui au contraire, voulait aller vers plus de chaos, plus de complexité. Mais effectivement, son style est un peu trop chaotique et baroque, il continue à inventer des termes, etc. C'est son objectif philosophique. Comme il le dit dans le concept de la nature, on peut décrire mon but comme celui de conférer un air bizarre à des choses évidentes. Nous ne pouvons pas les envisager si nous ne nous arrangeons pas pour les investir d'un peu de la fraîcheur qui est due à l'étrangeté. Pour conclure sans conclure dans ce débat qui semble interminable, sinon infini, et afin de combiner l'affirmation de la complexité avec le principe d'étrangeté, je vais revenir brièvement vers la logique de l'exception dont j'ai un peu parlé chez Kafka. Cette logique prend appui sur un absolu disparu qui agit toujours à distance, tel un trou noir épistémologique. Ce trou noir ne supprime pas la subjectivité, mais se borne à récuser toute psychologie. Et ça, je crois que c'est un des points sur lesquels on peut discuter, cette réduction ou non de Bergson à de la psychologie, qui était un peu le côté agressif de la réponse d'Einstein. C'est la logique que mettait en œuvre Kafka. Vous savez que fameusement il avait dit « plus jamais de psychologie », dont je vais citer deux aphorismes de Zurau. Numéro 52. « Dans la lutte entre toi et le monde, prends le parti du monde. » Numéro 80. « La vérité est indivisible, donc elle ne peut se reconnaître elle-même. Quiconque veut la reconnaître doit être mensonge. » Et enfin, pour terminer, ce court extrait de son journal du 9 janvier 1920. Je regrette que ça ne soit pas 1922, mais c'est 1920. Un extrait qui évoque très exactement mon sentiment lorsque j'entends les exposés des scientifiques qui parlent de l'espace-temps et de l'univers en expansion, comme ça a été le cas ces 2 jours. Je cite. Alors, ce sont des textes que en R, à chaque fois c'est lui, il. Donc, mais c'est lui. On lui a découpé dans le derrière de la tête un morceau de crâne affectant la forme d'un segment. Avec le soleil, le monde entier regarde à l'intérieur. Cela le rend nerveux, le distrait de son travail, et il se fâche de devoir, lui précisément, être exclu du spectacle. Merci.